Café politique, c'est votre émission, mesdames, messieurs. Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes venus avec un élément très spécial, un élément qui va quand même vous apporter plus de connaissances. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est en chantier, un pays qui a besoin de développement. Et aujourd'hui, nous avons apporté quand même une interview que nous avons réalisée avec notre confrère Olivier Monankouba, avec bien évidemment l'ancien ministre des Affaires sociales, lui qui s'appelle Laurent OTT, l'excellence Laurent OTT, qui nous parle des 5 piliers pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors, il propose les éléments qui peuvent pousser à ce que la République démocratique du Congo puisse se développer au travers de ces 5 piliers. C'est un expert en développement, pardon. Et donc, je vous laisse suivre et écouter ce qu'il propose pour le développement de la République démocratique du Congo. Donc, pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo, moi j'estime qu'il y a 5 piliers essentiels sur lesquels nous devons nous appuyer pour développer ce pays. Le premier pilier, c'est la vision du leader, du chef, qu'on appelle le projet de société. Ainsi que la vision est capitale parce que quand on fait battre une campagne, chaque candidat est appelé de présenter sa vision pour qu'il soit choisi en rapport aux attentes de la population. Et cette vision-là est capitale pour le développement du pays. Le deuxième pilier, qui est aussi important, c'est le choix des animateurs ou des cadres dirigeants pour matérialiser cette vision sur le terrain. Alors, ces gens doivent être choisis suivant les critères de compétences, c'est-à-dire la formation, l'expérience, l'intégrité et voire même le militantisme. Donc ce sont là les critères de choix de ce cadre-là. Et à ce niveau, si je dis que il faut que les gens aient la même vision, il se pose au niveau actuel, est-ce que tous ceux qui sont dans les gouvernements partagent-ils la même vision avec les chefs de l'État? Je dis non. On ne dit pas parce qu'on est dans notre système politique, nous sommes obligés de faire des coalitions pour former un gouvernement. Et nous avons pris tout le monde. Et pas nécessairement des gens qui partagent la vision avec les chefs de l'État. Et ça, c'est un handicap qu'on pourra trouver. Dans cette vision-là, il y a ce que j'appelle la matérialisation d'un ordre négocié. L'ordre négocié, c'est un ensemble de normes codifiées et partagées par tout le monde pour réguler chaque domaine de la vie. Donc les cadres qu'on a choisis, chacun dans son domaine, doit essayer d'appliquer strictement, chacun dans son domaine, ce qu'il faut pour donner les résultats afin de correspondre à la vision de leader ou du chef de l'État. Mais à ce niveau, les choix des hommes posent problème. Parce qu'avec le système électoral que nous avons connu, nous avons des gens qui ont présenté les membres de leur famille, des gens qui se font élire député provincial, député national, sénateur, et les membres du gouvernement, et au niveau même des entreprises, ils mettent les membres de leur famille. Alors, ça pose un sérieux problème parce que nous sommes dans un pays où nous vivons avec la solidarité. Si la même famille, une même seule famille peut engager autant de revenus, 2 ou 3 familles vont engager autant de revenus par mois, ça veut dire que nous formons une oligarchie. Et cette oligarchie que nous formons risque d'avoir des problèmes par la suite parce que ce sont ces mêmes familles qui risquent de se représenter pour occuper l'espace au détriment de la grande majorité de la population. Donc, à ce niveau, je pense qu'il
faudrait par la suite qu'on puisse corriger au niveau de la loi électorale pour qu'une même famille ne puisse pas se représenter à tous les niveaux, afin qu'il y ait la solidarité au niveau de répartition du revenu national. J'ai dit tout à l'heure que l'ordre négocié, c'est un ensemble de normes. Par exemple, les codes de la route, c'est un ordre négocié. Quand on vous apprend à conduire, on vous dit, si vous commettez telle faute, vous prenez les sens opposés, vous avez commis une faute. Si vous dépassez le feu rouge, vous avez commis une faute. Mais il y a des gens qui commettent une faute. Donc le ministre des Transports, dans son domaine, il devait mettre une organisation capable de faire appliquer, par exemple, le code de la route. Donc, nous devons avoir, au niveau national, au niveau provincial, on devait avoir des gens, mettre les dispositifs. À chacun viole le code de la route, il faut qu'ils soient sanctionnés. C'est ce que le président Etienne Tshisekedi a appelé l'état de droit. Donc, dans tous les domaines. Au niveau de l'environnement, nous pouvons prendre. Le ministre de l'Environnement doit mettre un mécanisme pour que nous puissions vivre dans un environnement propre et sain. Est-ce que ce ministre le fait? Il ne le fait pas. Donc, nous vivons dans un environnement, il n'y a personne qui punit, il n'y a personne pour sanctionner. Donc, chacun dans son domaine, que le ministre de l'Agriculture doit mettre un mécanisme pour que nous puissions avoir l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas le chef de l'État. Donc, chacun dans son domaine doit mettre sur pied une organisation afin que tout marche. Si on compare, on compare par exemple, on dit que le Rwanda, je suis obligé peut-être de citer ces exemples, être organisé, la vie des plans, ce n'est pas qu'ils appliquent l'ordre négocié. Mais chez nous, si nous faisons, avec toutes les réalisations que les chefs vont être en train de faire, si chaque dirigeant doit mettre de l'ordre dans son secteur, mettre un mécanisme pour que ça marche, il y a lieu d'apporter un plus dans la gouvernance de notre chef. Donc, je pense qu'il faut trouver un mécanisme pour contrôler tous ces cadres dirigeants. Je propose même qu'on puisse créer les services nationaux d'évaluation à la présidente de la République, avec des gens qui maîtrisent la vision du chef de l'État, qui vont régulièrement faire appel à chaque secteur de la vie, que les dirigeants, les commissaires, par exemple, provincial chargé de la circulation de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il fait pour mettre de l'ordre dans la circulation? On l'appelle et on le sermonne, on dit, monsieur, vous devez faire ça, 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 ça. S'il n'arrive pas à faire, quoi qu'on va proposer au chef de l'État pour qu'il puisse le nommer quelqu'un d'autre qui est capable. Donc, le BCCO s'occupe de financement de l'aide des céréales. Et ils ne sont pas les gendarmes de la politique, de la gouvernance. C'est un peu, ce que j'ai dit là, c'est un peu ce que le président Trump a mis au ministère de l'efficacité gouvernementale. C'est ce qu'il voulait faire. Nous, on ne veut pas le mettre au niveau de ministère, mais qu'il y ait un service ou qu'il y ait des chefs de l'État. Regardez, je vous donne un exemple. Pour qu'il y ait de l'ordre, la propriété de la ville de Kinshasa, au lieu que les ministres de l'Environnement le fassent, au niveau national, provincial, et nous le fassent, mais c'est le chef de l'État qui est allé au marché central, casser les œuvres pour donner et confier une autre responsabilité au général de Kassoura pour qu'il puisse rendre la ville propre. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que grâce à l'action du chef de l'État, la ville est propre. Donc, c'est important. Il ne faut pas que les chefs interviennent à tout moment. Ça pose un problème de choix des personnes. Parce que la personne qui doit être choisie pour diriger le pays doit être formée dans son domaine, être capable de donner les résultats. S'il ne donne pas les résultats, il faut les changer. C'est comme l'équipe nationale. C'est un léopard en politique. L'équipe nationale, quand un joueur n'arrive pas à donner les noms, on les change et on met quelqu'un d'autre. Donc c'est dans ce sens-là, il faut qu'il y ait un service qui travaille pour les chefs et qui lui présente régulièrement un tableau de bord pour dire tel, on lui a donné les moyens pour faire ça, mais il ne le fait pas, mais je pense qu'il faut changer ou bien l'appeler pour lui montrer ce qu'il doit faire. C'est dans ce sens-là. Ça, c'est le deuxième palier. Alors, j'arrive maintenant au niveau du troisième palier.
Le troisième palier, ce sont les ressources humaines. Est-ce que nous avons des ressources humaines capables? Le Congo regorge une population jeune, donc plus de 65% est constituée de jeunes, capables, qui ont la force de travailler et développer le pays. Est-ce que ces jeunes sont formés? Là aussi, c'est un problème. Alors, si nous posons cette question, nous voyons qu'au niveau du système éducatif, nous avons un système éducatif un peu élitiste qui focalise l'attention sur le diplôme et non sur la formation. Alors, et comme tout le monde fait le culte de diplôme au niveau secondaire, il n'y a que l'objectif, c'est d'avoir un diplôme d'État. Mais il y a des enfants qui n'ont pas d'aptitude capable d'obtenir un diplôme d'État, de suivre les cycles secondaires normaux. Ces enfants-là sont abandonnés pour eux-mêmes. Ils ne sont pas pris en compte. On n'a pas prévu les filières de récupération pour que ces enfants soient utiles. On leur donne une formation technique ou professionnelle pour qu'ils soient utiles à la société. Alors, à la fin de compte, même au niveau de l'université, tous ceux qui n'ont pas un diplôme de l'université sont délaissés aussi pour compte. Donc, notre système éducatif n'a pas prévu des filières de récupération pour les rendre utiles à la société. La conséquence, c'est ce que nous voyons avec les Koulouna. Un enfant qui n'a pas étudié, parce qu'il n'a pas de capacité pour faire le cycle secondaire normal, ce n'est pas de sa faute. On ne l'a pas récupéré. Il a droit à un téléphone, il a droit à obtenir l'argent. Donc, l'incertitude de lendemain, j'ai fait une étude sur la gestion des incertitudes de lendemain. L'incertitude de lendemain crée le pouvoir informel et le pouvoir informel s'oppose au pouvoir formel. C'est-à-dire que cet enfant qui est dans une incertitude de lendemain, il n'a pas d'argent pour s'acheter un téléphone. Il n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la machette pour chercher à avoir un téléphone et à avoir à manger. Donc, c'est ça la conséquence. Alors qu'au niveau de notre système éducatif, moi je me souviens quand j'étudiais encore à l'IPN, il y a un département de l'orientation scolaire et professionnelle où les conseillers d'orientation orientaient les enfants vers la formation, soit technique ou professionnelle ou le cycle normal. Alors, ce département, on dirait que ça ne fonctionne plus et les enfants sont laissés pour eux. En Europe, qu'est-ce qu'on fait? Un enfant qui n'a pas les moyens de suivre le cursus normal, on l'oriente vers l'enseignement technique ou professionnel avec un diplôme qui va lui permettre d'être utile à la société. Vraiment. Et là, notre pays, parce que l'université, nous avons formé l'université. L'université va pour donner les directives et commander. Et l'université n'exécute pas. C'est l'ouvrier qualifié qui discute. Il doit avoir une formation. S'il n'est pas formé, il ne peut rien faire. Et ça, je vous donne l'exemple. Notre pays a besoin des électriciens. Parce que même au village, on commence à utiliser les panneaux. Mais s'il n'y a pas d'électricien pour installer, il y a un problème. L'électricien qui est formé, on doit recourir à lui à tout moment. Chaque fois qu'il y a une panne, on l'appelle, il sait qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'il a appris comment intervenir, couper les câbles, les connecter, l'isoler pour qu'il ne puisse pas électrocuter quelqu'un et donner le courant. Alors, si cette personne n'est pas formée, c'est difficile. Nous avons affaire au bricolage, vous voyez des fils électriques nés partout, c'est parce qu'on n'a pas mis l'accent sur la formation d'ouvriers qualifiés ou de la formation professionnelle. Donc, ce côté-là, il y a. Le deuxième problème qui se pose à ce niveau, c'est au niveau des salaires. Le salaire, quand on paye quelqu'un, il doit toucher un salaire qui le permette de couvrir les deux bouts du mois. Donc, il doit avoir le minimum de moyens d'existence, ce qu'on appelle le minimex, le minimum de moyens d'existence. Nous, quand on était au gouvernement, on avait fixé le minimum pour les huissiers à $209. Si les huissiers touchent $209,
et que les restes, en suivant le barème de l'État, donc tout le monde aura le minimum vital. Cette personne n'est pas distraite et quand il arrive aujourd'hui, il n'est pas obligé d'être dispersé parce qu'il va chercher. S'il n'a pas les moyens, il va chercher. Quand il arrive aujourd'hui, il n'est pas concentré pour rendre service à la nation, mais il cherche comment attraper les moyens pour amener quelque chose à la maison. C'est le cas des policiers. Quand vous envoyez les policiers pour réguler la circulation, qu'est-ce qu'on observe? Ils sont là, en train de chercher auprès des receveurs et des taximens qui lui donnent un 1000 $ pour qu'ils se retrouvent avec quelque chose à la fin du mois. Donc les salaires, c'est un élément de développement qui doit intervenir pour que nous puissions développer un pays. À ce niveau, donc au niveau de CEDA, nous avons parlé de la formation, nous avons parlé, parce que celui qui n'est pas formé n'est pas à mesure de donner les directives. Et c'est lui qui est formé qui donne les directives. Donc, nous avons la main-d'œuvre, mais nous devons améliorer par la formation. Le quatrième pilier, ce sont des ressources, les moyens financiers et matériels pour matérialiser la vision du chef. C'est-à-dire que les travailleurs, nous avons l'homme qui est là, et il doit avoir les moyens pour travailler. Donc, les moyens financiers, matériels, pour exécuter l'action afin que la population puisse voir des résultats. Et ces moyens, nous en avons, parce qu'aujourd'hui, notre pays est riche, nous avons des ressources minières énormes, nous devons avoir, comme on a signé l'accord avec les Libyens, avoir les moyens pour transformer nos matières premières, construire des infrastructures. Je disais tout à l'heure que le président a mis l'accent sur la construction des infrastructures, des universités, aéroports, les voies ferrées, acheter même des trains qui doivent circuler. Donc, nous avons besoin de ce matériel-là pour la construction. Et le dernier pilier, c'est que nous devons avoir une armée républicaine, dissuasive, capable de protéger nos frontières, de protéger nos richesses et assurer le bien-être de notre population. Ce sont là les éléments que je vais ramasser comme les piliers essentiels pour le développement de notre pays. Vous voyez, c'est ce que je dis, l'aspect diplomatique du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a été formé sur deux choses que moi je retiens. Le chef de l'État a été formé pour conquérir le pouvoir par la non-violence. C'est ça l'idéologie de l'IDPS. Contrairement aux gens qui disent que Kabila a donné le pouvoir à Tshisekedi, Kabila n'a pas donné le pouvoir à Tshisekedi parce que l'IDPS a mis 32 ans pour concevoir une stratégie pour conquérir le pouvoir, non par les armes, mais pacifiquement. Et ces 32 ans ont été conclus par ce transfert de pouvoir. Si Kabila avait l'occasion, il aurait donné le pouvoir à Ramazan et Shadari. Mais c'est de l'intelligence, c'est la haute intelligence qui l'a amené à reconnaître des gens qui ont lutté toute la vie pour matérialiser leur combat par la non-violence. Et je vous dirai, je répondrai à ceux qui disent ça, est-ce que c'est Kabila qui a aidé le président Tshisekedi à faire changer la majorité à l'Assemblée et au Sénat? Ce n'est pas lui. C'est toujours par la haute intelligence de la vision de l'IDPS. C'est ainsi qu'il a changé. Même la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, il a, par la non-violence, il a désarmé un général d'armée, et qui était Kabila. Il a désarmé sans un coup de feu et il l'a envoyé en exil sans un coup de feu. Donc, c'est la haute intelligence de la politique conçue par l'IDPS et matérialisée aujourd'hui par la victoire sur le terrain. Le deuxième aspect, c'est la diplomatie. Et le président de la République a appris la diplomatie pendant qu'il était secrétaire chargé des relations extérieures de son pays. Et ce qu'il a démontré depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a touché tous les pays du monde, tous les grands décideurs du monde, et aujourd'hui, nous avons des résultats. Si aujourd'hui,
Le Congo n'était pas connu hier, mais aujourd'hui, le Congo est connu grâce à Félix Tshisekedi, grâce à la diplomatie. Donc la diplomatie qu'il a menée nous amène même à avoir une ouverture sur le plan économique. Regardez les accords signés avec les États-Unis. Ils vont trouver des solutions. La première solution, c'est d'abord, de mettre fin à la guerre de l'Est et que l'argent, les minéraux qui étaient vendus par Kagame, qui s'est considéré comme propriétaire du Congo à travers le régime passé, aujourd'hui, cet argent, nous avons commencé à récupérer une grande partie de cet argent, même si les deux provinces de Sud Kivu et Nord Kivu ne sont pas encore récupérées, mais nous sommes en voie de récupérer cet argent grâce à la force diplomatique, parce qu'on a touché les Nations Unies, les grandes puissances. Tout le monde est convaincu aujourd'hui que c'est les Rwandais qui agressent le Congo et qu'il faut que le Congo puisse profiter de ces richesses. Donc cet atout économique a fait changer même au niveau de notre budget. Durant le régime Kabila, le budget s'est limité à 4 000, mais aujourd'hui, nous avons une union qui avoisine 20 milliards, 4 milliards de budget, 20 milliards, parce que l'argent n'est pas plus au Rwanda. Nous avons entendu des hauts responsables de ce pays dire que chaque semaine, ils partaient rendre rapport, faire des rapports à Kagame. Il ne faisait pas seulement les rapports administratifs, mais il faisait aussi les rapports financiers. Et Kagame, il commençait à distribuer les carrés miniers comme si c'était son pays. Donc, ce côté-là, le président Tshisekedi, ça vaut la peine qu'il pousse. Donc, c'est une lumière qui doit encore éclairer notre pays pour plusieurs années, pour que notre pays aille de l'avant. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous nous avez suivis. J'espère que vous avez aimé ces cafés politiques. Vous voulez passer également au travers ces cafés politiques. Donnez vos idées par rapport au développement de la République démocratique du Congo, par rapport à la politique de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour vous recevoir. L'autre numéro est affiché à votre barre de l'écran. Passez à cette émission Café politique avec moi, votre humble serviteur Hervé Papier Agamba, le top panel de la presse congolaise, MCBB Bouchou. Au revoir.